Mohamed Attala, merci de nous recevoir chez vous. C'est la moindre des choses. Ça a été le Maroc, ça a été l'Espagne, ça a été la France, un parcours où vous avez posé votre regard sur les choses, sur le quotidien, sur la vie, et vous l'avez exprimé d'une manière différente avec plusieurs périodes. Comment a été ce chemin? Bon, le chemin a été un peu long et ardu en même temps. Euh, Surtout, bon, vu mon âge, j'avais commencé déjà très jeune. J'avais commencé jeune à l'école de beaux-arts de Tétouan, fondée par Don Mariano Bertucci, qui nous donnait des cours de peinture une fois par semaine. C'était déjà quelque chose, comme on recevait ça de l'archange Bertucci. Et ce génie de la peinture et enseignant en même temps exigeait beaucoup de nous. On était un peu comme des gladiateurs, si vous voulez. On était élevés avec beaucoup de choses. On travaillait avec très peu d'éléments et on essayait de faire le maximum avec ces éléments. Donc, cette exigence m'a servi toute ma vie et travailler avec le peu de choses possibles pour essayer d'exprimer ou de sortir ou de créer, si vous voulez, des choses extraordinaires, à mon avis, pour moi. Voilà donc en quoi ça consistait cette doctrine de base qui m'a transmis mon maître, je peux l'appeler comme ça, Bertucci. Surtout qu'il exigeait plus de nous que ce qu'il exigeait de lui-même. Surtout qu'il fallait qu'on fasse des choses que lui, il faisait, parce qu'il savait qu'il ne fallait pas le faire, comme peindre à partir d'une photo, quelque chose comme ça. Donc, c'était élémentaire, mais c'était basique, très fort. Voilà ce qui m'a servi. Donc, vous avez commencé avec lui, et puis vous avez été une étape ici au Maroc, où vous avez exposé, vous avez été directeur, inspecteur même de la culture, Oui, si on peut dire, en archéologie. en Bon, mais ça, ce archéologie. sont des incidents qui arrivent dans Ça, c'est le début du chemin. Ah, ah, ah. C'est un intermédiaire. C'était à partir de Tétouan, j'étais à Séville, à l'école Maintenant, une chose, est-ce que quand vous y étiez enfant, vous avez rêvé de la peinture ou c'est venu comme ça? C'est simplement vos parents vous ont amené pour apprendre l'art je me vous êtes rappelle, né avec ça? dans l'école, quand j'apprenais à écrire, dans les cours de Coran, hein, on avait une planche. Moi, je m'amusais à dessiner, au lieu d'écrire, à dessiner des têtes de cow-boys avec leurs chapeaux et tout ça. Et je recevais des raclées, évidemment. D'abord, il ne fallait pas dessiner, surtout dessiner des chrétiens avec leurs chapeaux sur la planche de Coran qui recevait le message de Dieu, les paroles de Dieu. Déjà, vous Ça, commenciez à être rebelle. ah ben là, c'était tout. Alors, inutile de vous dire, quand j'allais au WC, excusez-moi, les murs c'était peintes, si on peut dire, dessinées, parce que je rentrais avec mon crayon, il dessinait avant de sortir. Bon, ça d'un côté. Un peu plus tard, évidemment, et j'ai eu un maître espagnol, hein, comme c'était le protectorat espagnol, qui m'a aidé beaucoup. Il a vu que la seule chose qui m'intéressait, La peinture. c'était la peinture, le dessin. Donc, elle me donnait du matériel pour pouvoir dessiner. Chez moi, ils ont été très tolérants. Ils m'ont toujours laissé dessiner, faire ce que je voulais. Bon, ça m'a aidé. Évidemment, quand j'ai voulu faire les beaux-arts, et ils m'ont dit, c'est ton choix, tu sais ce que tu fais, mais ça serait mieux si tu étais médecin ou ingénieur. Ingénieur, à l'époque, ingénieur, c'était quelque chose. Je disais, je ferais les deux. Donc,
Et comme je suivais mes études en espagnol au Maroc, à Tétouan, pour avoir le bac, etc., ils étaient tranquilles, ils me laissaient aller à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts à Tétouan, on allait que l'après-midi. Donc j'avais arrangé avec mes études de pouvoir aller. Donc tout ça, ça m'a aidé. Il y avait une complaisance des enseignants et de ma famille. Bon, jusqu'au jour qu'il fallait absolument se révéler parce qu'il y a eu l'indépendance et tous mes Oui, parce copains. que vous avez vécu l'explosion, on Ah peut ben dire, oui, du bien sûr, Maroc oui, libre, d'une bien une sûr. nouvelle nation qui Voilà, naissait. qui naissait. Tous mes copains, ils sont allés à Tolède pour devenir des officiers de l'armée et tout ça. Et moi, non, ma famille commençait à s'énerver. Donc, je suis parti à Séville. Voilà. Alors, à Séville, c'était très bien, on apprenait, mais le climat, une fois, par exemple, j'ai failli être lynché parce que je portais une chemise rouge. Ah, j'étais un communiste, j'étais peigné comme ça, un communiste et un homosexuel en même temps, et un arabe musulman. Hein, On vous disait de tout. c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Bon, dans ce climat de Franklin, c'était en 57. J'avais un copain qui était parti à Rome et qui m'a dit le mieux c'est que tu viens ici parce qu'ici on vient par exemple maintenant il y a une exposition de Jackson Pollock, etc. Des choses inconcevables en Espagne. Directement de Séville à Rome. À Rome. Des villes importantes. Ah ben oui, bien sûr. Donc c'était, pour moi, c'était la grande révolution chez moi, et esthétique, et tout était de l'art. Je pouvais m'exprimer comme je voulais. Personne ne pouvait me dire, me limiter ou m'habiller comme je veux, me coiffer à la romaine comme je faisais. Voilà. Ça, c'est une période. Après, j'ai eu des petits problèmes. Je suis Mais cette période, ouais. on voit que tous les artistes sont tracassés sur l'existence, etc. Vous avez vécu une période de liberté, de peinture, de vivre heureuse, même dans votre vie personnelle, même pas dans la peinture. Comment vous viviez ça? Pour moi, une vie heureuse, je l'ai vécue toujours des moments que je prenais un crayon. Pour moi, ça c'était la bénédiction. Je peux ne pas manger, hein. Je peux dire, bon, je mangerai tout à l'heure, mais dessiner ou faire la peinture, pour moi, c'était une forme de nourriture, de vie, d'existence. Absolument, c'est une question, c'est comme la respiration, c'est l'oxygène, c'est ça. Sinon, c'est pas possible. Bon, alors, j'ai connu des gens importants à Rome, j'ai vécu une vie formidable. Bon, j'ai fait une rupture, je suis rentré au Maroc, il fallait gagner un peu d'argent quand même pour pouvoir faire de la peinture. Avec la peinture que je faisais à l'époque, il n'y avait pas d'abord de galerie privée au Maroc, il y avait deux à Rabat, Belles Images et Venice Cadre à Casablanca, et c'est tout. Et alors, personne ne pouvait comprendre la peinture que je faisais. Donc, j'étais obligé un tout petit peu de faire de la peinture un peu figurative, comme je faisais à l'école à l'époque, et vendre, pour pouvoir vendre. Donc, j'avais quelqu'un ici qui avait un hôtel, s'appelait l'hôtel Genina, qui s'occupait d'encadrer les tableaux, les vendre aux touristes qui venaient. Je vivais comme ça. Mais en même temps, j'ai eu un poste de dessinateur en archéologie dans les monuments historiques. Je commençais à dessiner, je commençais à m'intéresser à l'archéologie, évidemment. Et à la fin, je suis devenu quelqu'un un peu important en archéologie à cette époque-là, et j'avais Tanger et la zone nord du Maroc. Le Rif. Oui, tout ça. Bon, travailler comme ça, je commençais à m'étouffer. On m'a appelé de l'école des beaux-arts de Casablanca, où je suis allé donner des cours. Et là, avec un groupe
d'amis qu'on était à l'école des Beaux-Arts de Tétouan à l'époque, hein, qui sont Cheba et Melayi. On avait un peu l'idée de faire une petite révolution, qu'il fallait faire un art sorti, pas une imitation d'un art occidental, mais un peu qu'il ait ses racines dans notre culture arabo-berbère. Bien, à cette réflexion, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un coup d'éclat, donc on a cogité et on a inventé qu'il fallait exposer un plein de rue, et le mieux, bon, c'était Place Jemal Fna. À cette époque, ça tombait juste à l'époque où le ministère de la Culture marocaine, et le ministre était Mohamed El Fassi, très vénéré par tout le monde, organisait un salon qui s'appelait Salon d'automne à Marrakech, où il y avait plein de peintres, vous savez, des peintres qu'on peut trouver dans oui, officiels, et surtout plein de peintres qu'on peut trouver dans n'importe quelle galerie commerciale maintenant. Et nous, on était contre ça, on a fait un manifeste, on lui a présenté. On a eu de succès, beaucoup de contacts avec le peuple, parce que les gens... votre salle d'exposition, c'était oui, la place. Voilà, oui. C'était la place. Donc public. Oui. Chaque jour, on avait des débats, des explications avec les gens. C'était une très bonne expérience. Malheureusement, il n'a pas continué, il a été cassé par le système. Par le système en place. Bon, certains... Pas à cause de ça, certains ont été en prison comme Cheba, certains se sont pliés comme Belkaya et Belayi, d'autres sont exilés comme moi, par exemple. Volontairement. Moitié-moitié. On ne peut jamais faire quelque chose complètement, oui. Vous invitez discrètement. Oui, à ne pas revenir. Je suis parti en vacances et on m'a coupé les vivres, même l'argent dans la banque, ils l'ont retiré. Bon. Je me suis retrouvé comme ça à Paris, il fallait travailler. Et heureusement que ça m'est arrivé, c'est la chose la plus formidable qui m'est arrivée dans ma vie. J'ai pu faire tout ce que je voulais faire. Hein, on m'a donné les moyens, bon, après quelques années, on m'a donné les moyens d'expérimenter l'utopie que je vivais tout le temps. Donc, vous verrez dans mon CV au Facebook tout ce que j'avais fait. Voilà. Et vous devenez professeur aux Beaux-Arts de Caen. Aux Beaux-Arts de Caen. D'abord, j'ai ouvert une petite école privée où il y avait de l'enseignement pour les enfants, parce que presque il n'y avait plus rien à Caen culturel. Et il y avait un monsieur qui avait la maison de la culture, qui est mort, ils l'ont embêté, les Normands, et est mort, et c'était un vide culturel. Donc moi j'ai ouvert une espèce d'école, atelier, j'appelais ça atelier de recherche esthétique, où je donnais des cours, ce qui me permettait de vivre, et je faisais des expositions, j'organisais des expositions de gens que j'aimais, dont j'aimais le travail. Une fois par mois, il y avait une exposition, les gens se sont habitués. Et il n'y avait pas, par exemple, des cours pour les enfants, donc je faisais des cours pour les enfants le jour de mercredi où ils sont libres. Et il n'y avait pas de cours pour adultes, pour des gens qui en pré-retraite, par exemple. Je faisais ça aussi. Ils ont trouvé que c'était très bien. Et ils ont commencé à organiser ça à l'école des Beaux-Arts. Et donc, ils ont fait appel à me servir. Et comme ça, je suis entré après avec les élèves permanents, plus les cours périphériques, si on peut dire. Vous étiez en contact à ce moment-là avec le Maroc? Il y avait des gens qui vous appelaient? Pas du tout. Vous étiez complètement oublié, on dirait. La seule personne que j'appelais de temps en temps, après son retour d'Amérique, c'était Hamri, le peintre Hamri, parce que c'était un ami. De temps en temps, je l'appelais.
appelé pour savoir comment il va, parce qu'ils m'ont dit qu'il commençait à être malade, etc. C'est tout. Et toutes ces années-là, qui ont été importantes pour vous, puisque vous avez plusieurs Certainement, étapes oui. de forme de vie, mais Oui. aussi dans vos tableaux, non? Il y a ces étapes, il y a l'étape Madrid, il y a l'étape L'étape- Rome. Cette étape-là qui m'a fait réfléchir, évidemment, et comme j'avais de recul par rapport au Maroc, la culture arabo-musulmane et tout ça, et donc je voyais à peu près, à mon avis, ce qu'il fallait faire. Bon, j'exploitais des systèmes que depuis toujours j'avais envie de travailler, mais je n'avais jamais le temps. Donc je suis plus ou moins, si on peut dire, un concepteur, un conceptualiste. Hein. Mais j'invente des systèmes comme des langages. Hein, et après je passe à un autre langage. Je dis ça, bon, je l'ai, quand j'aurai le temps, je vais le développer. Et à chaque fois, ça s'accumulait, et il y avait donc des étapes différentes. Et après, par manque de temps, je suis arrivé à l'âge de dire, bon, ben, il ne me reste pas longtemps à vivre, il va falloir que je travaille tout ce que j'ai mis derrière. Alors j'ai pris ma retraite anticipée, et je suis venu, je me suis dit, le soleil, je vivais en Normandie, évidemment, un manque de soleil, la pluie tout le temps, maintenant j'ai envie de voir la pluie, j'étais gâté ces jours-là. Et je suis venu à Marrakech, plein soleil, j'ai commencé à travailler, je commence à développer ce que j'avais conçu à cette époque-là et que je ne pouvais pas réaliser par manque de temps. Voilà, stade actuel. Bon, à Marrakech, il y avait trop de soleil. Hein, j'ai eu trop chaud, je suis venu à Tanger parce que c'est la température Alors vous avez dit quelque parfaite. chose d'important qu'on le voit dans vos tableaux, des langages différents pour dire ce que peut-être vous ne pouvez pas dire ouvertement Ouvertement, dans une voilà. Oui, civilisation ou oui, dans une autre. oui. C'est comme Non. Ça, c'est comme lire, mais, lire voilà. entre les lignes. Ou Vous écrire, voyez. parce que là vous écrivez à travers les tableaux Voilà, tout ce que vous voulez exactement. dire Voilà. d'une différente manière. C'est ce qui arrive. Bon, tout ça, c'est un tout petit peu à contre-courant de ce qui se passe, parce que, surtout ici au Maroc, on a l'habitude de voir un tableau et voir ce qu'il dit tout de suite, parce qu'on a des références, tandis que la lecture de mes tableaux, il y a très peu de références pour pouvoir ou déchiffrer ou comprendre ce qui se passe. C'est la liberté, on peut dire, la liberté à travers la peinture, quoi. Exactement. Chercher la liberté à C'est travers pour la ça que peinture. je ne peux pas vivre sans peinture, c'est pas possible. Et prochaine exposition, sûrement. Pour le moment, j'attends depuis, ça va faire plus de 6 mois, qu'on me donne une date pour une exposition à Babroua. Babroua, j'ai exposé en 72, juste 3 mois avant que je parte du Maroc. Donc, ça serait bien que j'expose maintenant que je suis retourné. Quel est votre Ça serait regard, la porte. quel est votre regard sur la situation actuelle de la peinture au Moyen-Orient? Est-ce que vous voyez qu'il y a un grand développement ou est-ce que les peintres sont obligés à utiliser toujours des langages que d'autres manières, s'il y avait une certaine liberté ou une manière de vivre, ils n'utiliseraient pas? Alors, attention, je crois qu'il y a sont deux questions en même temps. Il y a Oui. la question de la peinture ou du marché de la peinture. Il y a une question de l'expression du peintre. L'expression du peintre est exactement bien limitée dans le monde islamique, surtout avec ce qui se passe maintenant. On doit faire allusion, on peut dire, les bons peintres, ils travaillent par métaphore, tout simplement. Ils ne peuvent pas travailler librement et montrer, c'est-à-dire choquer, ils ne peuvent pas. C'est impossible, c'est au risque de leur vie. Ça, c'est... Bon, et il y a le marché de la peinture, il se développe très bien, il se développe bien dans certains pays, par exemple
à Dubaï, etc. À Dubaï, tout se développe bien. Tout se développe bien. Ben, voilà le résultat. Il y a la question du Maroc. La question du Maroc est très difficile. Un galériste doit composer. Et il doit vivre, il doit maintenir sa galerie, il doit gagner de l'argent. Donc, il y a des collectionneurs et leur choix est bien limité. Hein. Ils ne vont pas jusqu'à l'investissement risqué, ça n'existe pas. Ils achètent des choses qui sont déjà référencées, bien stables. Bon, un galeriste doit vivre de ça. Hein. De temps en temps, il doit risquer, il doit pousser un poulain à jouer jusqu'à qu'il arrive. Hein. Mais ça, c'est très timide. Aucun galeriste ne choque, ne fait l'art pour l'art. C'est pas possible. Comment vous voyez les nouvelles générations de peintres marocains? Où? Au Maroc? Non, parce qu'il y a une différence. Il y a ici le nord, et peut-être maintenant c'est devenu comme la Galle. Il y a cette histoire de l'école des beaux-arts de Tétouan. Hein, anachroniques, sont des enfants qui sortent et qui doivent vivre de cette peinture. Donc il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de répudiation de ce qu'ils ont appris. Nous, de notre époque, il fallait qu'on apprenne. On respecte les professeurs, mais il fallait tout de suite le tuer. Tuer le père. Ah ben absolument, parce que sinon, comment arriver à sa catégorie, à son stade, si on ne le tue pas. Mais ici, c'est très difficile. Donc, il y a une génération qui font des installations, etc. Mais timide, c'est timide et la plupart du temps, il y a une génération qui travaille avec la vidéo, c'est très louable aussi. Mais il n'y a pas un courant intellectuel qui soutient cette démarche. C'est ça ce qui manque un tout petit peu. Par exemple, vous avez plein de peintres qui n'ont aucun contact avec les écrivains, aucun contact avec les comédiens. À une époque, ici à Tanger, on appelait ça un peu le salon de Tanger, où vous étiez des peintres, des poètes, oui, bien des sûr, écrivains. oui, bien sûr, les comédiens, ça se tient l'un avec l'autre, mais là c'est chacun dans sa alvéole et personne. Isolé. Voilà, et isolé, chacun se croit dans sa tour. Voilà, il n'y avait pas une génération qu'on pourra appeler plus tard la génération des 2000 voilà. ou les. Voilà, parce que ils peuvent arriver à la même expression, que ce soit plastique ou poétique, littéraire. Et c'est la même vision d'un avenir virtuel. Je ne sais pas, mais ça n'existe pas. Vous avez donné avant peut-être la formule du bonheur, c'est une source qui nous maintient toute la vie, une source comme la respiration, vous disiez la peinture, c'est donc cette source que vous avez eue dès le début qui a fait que votre vie a été même dans cette souffrance, le bonheur. Ah oui, absolument, mais bien sûr, heureusement d'ailleurs, oui. C'est comme mon parfum. Je ne me chute pas. Comme disent donc les jeunes. Voilà. C'est ma façon de vivre, d'alimenter. Mohamed Atala, merci de nous avoir reçus chez vous. On aura l'occasion de vous suivre à travers les expos, prochaines expos que vous allez faire. Expo à Paris, non? Pas pour le moment. Est-ce qu'il y a de l'aide actuellement du ministère de la Culture marocaine pour, je disais les maîtres, puisque pour vous... Je ne sais absolument rien. Je sais qu'ils ont tout fait pour les immigrés, ceux qui ont passé des années à l'extérieur et qui reviennent, qui veulent revivre au Maroc, mais en ce qui concerne les intellectuels, rien. Parce que c'est quand même les intellectuels qui ont fait Tanger, par exemple. Voilà. Ce mystère, ce mystère de Tanger, c'est quand même des écrivains, des peintres qui ont créé ce Tanger formidable. Oui, non, mais vous voyez
Quand on pense tout ce qui dépend sur des feuillets, des propagandes touristiques, quand un peintre, Ah oui. un Mais écrivain moi, je dis, ferait mieux. mon cas, par exemple, c'est, je ne sais pas, certaines fois, on peut devenir complètement paranoïaque, dire il y a un complot. Mais je sais que c'est pas un complot, évidemment. On va le voir. On va le voir. Oui, non, mais il vaut mieux continuera. terminer sur une note plus optimiste. Merci beaucoup. De rien.